Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière session sur le calme mental. Voilà, c'est passé vite. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Peut-être que ça aura affiné votre pratique. Peut-être que vous avez découvert des choses sur la visualisation que vous ne pensiez pas capable de développer au départ. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça a été bénéfique. C'est bien que de temps en temps, on fasse ces modules sur le calme mental. On a fait le souffle en début d'année. Là, on a fait les visualisations. On peut penser déjà à l'année prochaine, peut-être faire quelque chose sur la nature de la conscience ou faire quelque chose sur la détente aussi. Et à chaque fois, on peut ajouter un petit peu d'instruction parce que ce qu'on voit là, on a vu les 4 pouvoirs principaux, le pouvoir de l'enthousiasme, le pouvoir de la pleine conscience, le pouvoir de la vigilance et le pouvoir de l'application qu'on va voir aujourd'hui. Il y en a un 5e, qui est un pouvoir qu'on emploie un peu moins parce que c'est le levier qu'on emploie quand vraiment l'esprit s'est totalement stabilisé, donc c'est vraiment un peu plus avancé. Mais il y a aussi d'autres facteurs qu'on pourrait observer qui font partie de la technique comme elle est expliquée dans le Lamrim. Donc peut-être qu'à chaque fois, on peut élaborer un petit peu cette pratique pour que ça devienne de plus en plus efficace, c'est le but. À chaque fois, on apprend des nouvelles instructions, parce qu'on voit que c'est vaste quand même. C'est vraiment une technique, il y a des choses à observer, c'est pas juste on s'assoit et on attend que ça se passe, on attend qu'il se passe quelque chose ou que l'esprit se focalise, c'est vraiment du pilotage, vraiment du pilotage. D'ailleurs, une voie spirituelle, ce n'est pas le pilotage seulement de l'esprit, c'est le pilotage de notre existence, pilotage de nos actions, pilotage de ce qu'on dit, de notre mode de vie. Et il est donc cohérent que le pilotage de l'esprit, ça s'apprenne au même titre que tout pilotage. Donc, sans doute qu'en début d'année, on proposera un nouveau cycle d'approfondissement sur la méditation. Mais ce qu'on a acquis là, le savoir, si vous pouvez retenir quelque chose seulement, c'est vraiment ces 4 pouvoirs d'opposition. On va y revenir un peu, mais on va commencer par quelques minutes de méditation. Je vais vous encourager à prendre une position confortable. Voilà, alors on a préalablement vu que l'esprit, pour qu'il résonne, pour qu'il acquiert cette concentration, il faut qu'il soit au juste milieu entre l'excitation et le relâchement. Donc même physiquement, il faut qu'on essaie de trouver comment ça s'exprime. Alors essayez de trouver dans le corps cette détente qu'on va également travailler. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être accompli dès le départ, mais c'est quelque chose qu'on doit commencer à indiquer, une direction qu'on doit prendre au départ. Vous pouvez observer la position de vos bras. Est-ce que le dos exprime un peu trop de raideur, un peu trop de relâchement? Déjà dans la position, on peut essayer de trouver ce juste milieu entre la nervosité, la tension et le relâchement. Et quand on s'habitue à ça, à trouver cette position, on habitue le corps pour qu'au moment où on prend cette position, immédiatement l'esprit se focalise. C'est un peu un réflexe, comme un mudra, comme un geste de main. Ce geste de main, dès qu'on le prend, je pense qu'il
le cerveau doit commencer à s'habituer que dès qu'on prend cette position-là, c'est parce qu'on va méditer. Avoir une position de méditation unique, qui à chaque fois qu'on la prend, va aider à focaliser l'esprit. Et on va prendre 3 profondes, lentes inspirations-expirations. À la fois toniques et détendues. Et on va reprendre notre visualisation. Donc, certains d'entre vous avaient déjà peut-être choisi cet objet, un objet à visualiser avec l'imagination. Donc, on va travailler sur cette visualisation séquentielle pour aiguiser l'esprit, pour affûter la capacité que l'esprit peut avoir de faire apparaître clairement un objet. On va s'entraîner à visualiser partie par partie l'objet qu'on a choisi. On peut faire une petite pause. Donc on le visualise de manière séquentielle, comme si on était une petite caméra qui se rapproche des détails pour les faire apparaître un par un à l'esprit. On ne visualise pas l'objet dans sa globalité pour l'instant, on vient essayer de savoir
comment il est fait, ses parties, sa couleur. Si la capacité de l'esprit à visualiser est faible, on n'essaie pas de percevoir des choses qui sont impossibles. On n'essaie pas de percevoir des micro-détails, on essaie simplement de percevoir des formes grossières en général, des formes comme le contour, la silhouette, la forme. Et si par contre on sent que l'esprit est vif et clair ce matin, ben on va essayer de visualiser des petits détails, des couleurs, des choses qui sont plus subtiles. OK? Pas forcer. On veut un petit peu de clarté, mais on ne veut pas surtout forcer. Parce que si on force, l'esprit va se tendre, et si l'esprit se tend, il ne pourra plus visualiser. Très bien. Vous voyez que on fait des petites sessions. Il vaut mieux faire des petites sessions, mais dans lesquelles on ne dérive pas à penser complètement à autre chose. Ça habitue l'esprit à avoir une pleine conscience de qualité. Surtout même quand on visualise et surtout même quand on essaie de travailler sur la clarté. Quand on travaille sur la stabilité, on peut permettre un peu plus de temps, mais quand on travaille sur la clarté, on peut vite tendre l'esprit si on y passe trop de temps, ou à l'inverse, s'habituer à avoir une appréhension de mauvaise qualité. C'est-à-dire que parce qu'on sait qu'on a du temps, on va prendre son temps, on va penser à autre chose. Donc c'est bien de faire court, mais pendant cette durée courte, au moins ça va être de bonne qualité. C'est comme ça qu'on motive l'esprit, hein. Il faut qu'à la fin, on se dise: «Waouh, OK, j'ai un petit peu dérivé, mais j'étais pas complètement ailleurs et j'arrive à voir des trucs quand même». Et ça va nous, encourager à continuer, à poursuivre. Souvenons-nous que le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'enthousiasme. C'est ce pouvoir qu'on doit conserver dans cette chose qui est difficile. Visualiser, c'est difficile. Donc conserver son enthousiasme, ça nécessite de faire peu, mais bien, plutôt que beaucoup, avec une appréhension trop relâchée, trop souple. OK? On va refaire un cycle de visualisation séquentielle.
OK. Donc là, c'est un aspect seulement de la pratique. C'est l'aspect où on travaille sur la clarté. Et il ne faudrait pas penser que c'est le seul aspect, la seule direction que l'esprit doit prendre. Parce que si on poursuit à travailler sur seulement la clarté, soit on va finir par vraiment visualiser des choses claires et on va se dire waouh, allez, je vais pouvoir appuyer sur l'accélérateur, je vais pouvoir visualiser plein de choses et on se dit waouh, et on commence à tendre, on commence à avoir une saisie mentale, on se dit waouh, c'est génial. Et ça, immédiatement, ça va faire retomber la tension, parce que ça va créer une tension mentale. Ou bien on essaie de vouloir trop de clarté quand l'esprit n'est pas capable de la produire, et là aussi on produit une forme de tension mentale qui va nuire à la clarté. Donc ce n'est pas la seule direction de l'esprit, la clarté. L'autre direction de l'esprit, c'est une fois qu'on a établi un peu de clarté à travers cette visualisation séquentielle, on va travailler sur la stabilité. Et ça, c'est une instruction qu'on pourrait louper parce qu'elle est très simple. Dans les textes, elle est très simple. Elle dit, d'abord, vous visualisez de manière séquentielle. Une fois que l'objet apparaît de manière grossière, vraiment grossière, schématique, alors vous vous contentez de ça et vous vous visualisez là-dessus. Mais c'est déjà l'indication qu'on commence par la clarté, on commence par activer en nous, aiguiser la capacité de l'esprit à produire une apparence, et après, on va se détendre un peu. Parce que sinon, si on ne se détend pas, on va en vouloir, comme on est tous des êtres qui, quand ça fonctionne, on en veut un peu plus, ben, ça va être pareil dans une apparence. Et surtout quand c'est quelque chose qu'on n'a pas connu souvent, on commence à visualiser, l'apparence commence à devenir très claire, et on se dit, mais waouh, mais je peux quasiment reconstruire un monde entier si ça se continue comme ça. Je peux faire apparaître des choses comme en rêve, en une fraction de seconde. Et ça, c'est difficile de ne pas se sentir excité par ça, parce que c'est une faculté de l'esprit qu'on découvre aussi. À mesure qu'on développe le calme mental, on découvre une faculté de l'esprit complètement méconnue. Et ça peut être très enivrant. Et c'est pour ça qu'il faut savoir contrecarrer l'excitation par un relâchement, pas par le relâchement, par une forme de détente, ou par, on verra les antidotes tout à l'heure à l'excitation. Mais nous, on va essayer maintenant de travailler sur le facteur de stabilité, sachant que quand ces deux facteurs sont arrivés à leur accomplissement, l'esprit n'a plus aucune raison de ne pas atteindre le calme mental. Le calme mental, c'est ces deux facteurs de stabilité et de clarté qui sont arrivés à leur paroxysme. Comment ils arrivent à leur paroxysme? À travers ces 4 pouvoirs de l'enthousiasme, de la pleine conscience, de la vigilance et de l'application. On va les revoir rapidement, mais là, on va simplement focaliser l'esprit sur cet objet qui n'apparaît plus désormais de manière claire, parce qu'on ne va pas le brosser endroit, partie par partie, mais on va simplement accepter cette image grossière, comme une personne qu'on verrait derrière une vitre embuée, qui s'éloignerait, et on se dit, ben, on reconnaît toujours la personne, même si une personne viendrait et regarderait et ne pourrait pas la reconnaître. Mais nous, comme on sait qu'on l'a construit avant, on peut la voir s'éloigner un peu, cette personne derrière la vitre embuée, et toujours se dire, ben, c'est ça, c'est la bonne personne. Ça, c'est important, c'est une indication importante. Donc, essayez de faire apparaître l'objet de manière minimale, mais vraiment minimale, quelque chose de très grossier. Ça peut être une partie, même pas les couleurs nécessairement, une impression de lumière, ou un peu plus qu'une impression, ou une impression. Bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême où il n'y a absolument rien qui apparaît. On se dit non, non, si, je suis encore. À ce compte-là, il vaut mieux continuer à faire la visualisation séquentielle. Parce que là, l'esprit n'a pas été suffisamment aiguisé dans la première partie. OK? Allez, on va essayer de faire cette visualisation globale à présent. Visualisation dans laquelle on essaie de détendre l'esprit. On se détend, on a le contentement pour cette apparence minimale.
Très bien. Si rien n'apparaît, ce n'est pas grave. On a dit que si vous pensez que les visualisations, c'est un peu trop compliqué, ce qu'on voit ici, on peut l'appliquer sur le souffle. On essaie de comprendre ce que c'est que le souffle, et puis après, on visualise de manière globale. Je sais que j'inspire, je sais que j'expire, et je me détends là-dessus. Et comment je me détends? J'essaie de détendre le souffle. Il y a un aspect détente dans la stabilité, de contentement. Donc, j'essaie de détendre le souffle. Ici, on essaie de calmer l'apparence. On essaie de faire que l'apparence, elle exprime cette détente, elle exprime ce calme. Si vous visualisez une pomme, essayez de voir que la pomme, elle émet une lumière qui calme, une lumière qui est bienfaisante. À l'inverse de la clarté, où on essaie de visualiser un objet clair, lumineux, intense, irradiant. Donc, en fonction de ce qu'on veut cultiver dans l'esprit, on modifie l'objet au besoin. Ok, on va refaire une fois. Visualisation globale. Imaginez l'objet qui émet une force qui détend, qui inspire la détente, le calme et la stabilité, qui soigne. Donc, dans cette étape de stabilité, si l'esprit a l'impression de ne pas produire l'objet, il va courir après la clarté. Ça, c'est aussi un point important. Donc, si vous essayez de visualiser de manière globale et que l'aspect clarté n'a pas suffisamment été travaillé au départ, même si vous dites que vous êtes sur la partie stable de la méditation, vous allez quand même chercher de la clarté. Et comme vous allez quand même essayer de vouloir de la clarté, vous n'allez pas travailler sur l'aspect de stabilité. Ça, c'est important. Hein. C'est pour ça qu'il faut alterner stabilité et clarté, méditation séquentielle et méditation globale. Mais pendant la méditation globale, il ne faut pas courir après, il faut absolument que l'objet apparaisse clair, parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut se satisfaire de l'apparence comme elle est et se stabiliser, se calmer dessus. Pas vouloir que l'objet apparaisse. Et vous allez voir, quand vous faites ça, au bout d'un moment, vous détendez l'esprit, et en détendant l'esprit, l'objet il va apparaître tout seul. Vous n'allez plus avoir besoin d'un effort mental conscient pour que l'objet apparaisse. Vous vous en souviendrez naturellement. La stabilité va induire la clarté. Et ça, c'est important, c'est dit dans le Lamrim. Si on veut trop de clarté, on va avoir la clarté au départ, mais au final, ça va être au détriment de la stabilité. Par contre, si on accepte l'apparence minimale
et qu'on se focalise sur l'objet de manière globale avec satisfaction et stabilité, eh ben, on va avoir la clarté qui va venir toute seule. Ok, donc, c'est vraiment cet aller-retour entre vouloir de la clarté, vouloir de la stabilité. Donc, on va évoquer ce quatrième pouvoir qui est le pouvoir de l'application. On va préalablement revoir rapidement ces 3 autres pouvoirs qui sont les leviers fondamentaux pour produire le calme mental. Le premier étant l'enthousiasme. Et ça, c'est le plus important, c'est le plus grossier. Si on s'assoit et qu'on pense que c'est impossible, qu'on pense que j'y arriverai pas, qu'on pense que le souffle, c'est complètement ennuyeux, ou les visualisations, c'est complètement ennuyeux, il est très improbable, voire complètement impossible, que l'esprit puisse se focaliser. Il faut avoir envie, on ne peut pas forcer l'esprit. Il faut que ça se fasse à travers la satisfaction, la détente, la joie. Et cette joie, elle est produite par la compréhension des bienfaits de la méditation, à quoi ça me sert. Et c'est produit également par un mode de vie équilibré aussi, hein, parce que la méditation ne va pas venir comme une pilule miracle. Malheureusement, ce serait super. Hein. On a une journée complètement horrible, distraite, difficile et en quelques secondes, on arrive à complètement calmer l'esprit. Même si on peut parfois dans la méditation calmer l'esprit après une journée difficile, hein, c'est pas que c'est impossible, mais vraiment atteindre le calme mental alors qu'on a été complètement dispersé dans la journée, fragmenté, qu'on a eu de la colère, c'est difficile à penser parce que justement ces perturbations mentales, elles vont nous réveiller de notre objet, elles vont nous distraire de notre objet tellement elles auront été activées dans la journée, elles ne vont pas s'arrêter. Comme si on fait du marteau-piqueur dans la journée et qu'on veut dessiner, dessiner des micro-figurines après, on va avoir les doigts qui tremblent. Pour la méditation, c'est la même chose. Ce qu'on fait dans la journée influe sur notre calme mental. Donc, pour générer l'enthousiasme, de réussir la pratique, il faut aussi observer la manière dont on se comporte, la manière dont on parle. Et ça, c'est l'entraînement de la discipline éthique. Il y a 3 entraînements. L'entraînement à la sagesse discriminante, à la conscience discriminante, de comprendre profondément ces choses-là. L'entraînement de la concentration, c'est un petit peu ce qu'on évoque, ce sur quoi on travaille maintenant. Et puis l'entraînement de la discipline éthique, qui est simplement le mode de vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Ensuite, une fois qu'on a de l'enthousiasme, qu'on se dit c'est possible, ou en tout cas en faire un petit peu, c'est toujours mieux que de ne pas en faire, ce qui est une forme d'enthousiasme, de contentement, de se dire, voilà, je ne vais pas atteindre le calme mental, mais si j'arrive à avoir un peu plus de concentration, ça va m'aider dans la vie de tous les jours à prendre de bonnes décisions, à ne pas me laisser emmener par mes émotions perturbatrices. C'est toujours bon à prendre. Et ça peut être de l'enthousiasme, de l'humilité aussi, de se dire, je ne vais pas atteindre le calme mental, mais je prends tout ce qui vient, tout ce qui est, tout ce que je peux accomplir, c'est déjà mieux que de ne pas le faire. Mais ensuite, il faut avoir envie de rester sur l'objet pendant quelques minutes. Donc ça, c'est le pouvoir de la pleine conscience. Et le pouvoir de la pleine conscience, il se développe quand on comprend les problèmes de la distraction. Tout cet esprit qui est distrait, qui est fragmenté, qui commence quelque chose, qui ne le termine pas, qui est emmené vers toutes nouvelles activités, pas parce qu'on les a choisies, mais parce qu'elles arrivent devant notre champ visuel et qu'on les choisit par impulsion, cette distraction, elle va être le problème principal quand on commence à méditer. Donc, comprendre avec la sagesse discriminante, c'est-à-dire comprendre à quel point cette distraction, elle n'est pas anodine et qu'elle nous dessert parce qu'elle nous empêche de prendre des décisions inspirées par la raison. Il y a vraiment une forme de pulsion, de quelque chose qu'on ne contrôle pas dans la distraction. Comprendre ça, ça va nous permettre d'avoir envie de focaliser l'esprit, de faire exactement l'inverse. Plutôt que l'esprit est complètement fragmenté, de ramener l'esprit en un point. Plutôt que d'aller d'un objet à un autre, de passer du temps à s'entraîner à être sur un point. Et là, on commence à développer ce qu'on appelle le pouvoir de la pleine conscience. On a envie de rester sur un objet parce qu'on sait qu'en faisant ça, on retrouve contrôle sur l'esprit. Deuxième pouvoir, le pouvoir de la pleine conscience. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de la vigilance. Maintenant qu'on est focalisé sur l'objet, il va falloir commencer à le diriger petit à petit dans cet espace très subtil
entre le relâchement et l'excitation. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Il va falloir le conduire dans un tout petit micro-trou, qui est le trou qui va faire vibrer l'esprit, on peut dire, ce n'est pas vraiment une vibration, mais qui va conduire l'esprit à ce point d'équilibre où il va être complètement focalisé en un point sur l'objet et il ne l'oubliera plus et l'objet va apparaître de manière extraordinairement claire. Il faut le conduire, il faut conduire l'esprit à cet endroit-là. Et pour le conduire, il faut reconnaître les tendances de l'esprit à soit se relâcher un petit peu, c'est-à-dire commencer à sombrer un petit peu parce que l'esprit rentre à l'intérieur, il se recroqueville comme une tortue dans sa carapace. À mesure qu'on développe le calme mental, l'esprit devient plus subtil, un petit peu comme si on commençait à s'endormir, alors que c'est beaucoup plus que de l'endormissement. Il ne faut surtout pas tomber dans l'endormissement, mais l'esprit devient plus subtil, il rentre à l'intérieur. Mais si on le laisse rentrer trop à l'intérieur, il va conduire à de la léthargie ou du sommeil. Donc, quand on sent ça, c'est qu'on a trop de relâchement. Le relâchement commence à être induit dans l'esprit. Et là, il faut réveiller l'esprit avec de la clarté. Il faut faire l'inverse. Et si on travaille trop sur la clarté, c'est ce qu'on a vu, eh bien, le problème, c'est qu'on va tendre l'esprit. On va tendre l'esprit et on va empêcher l'esprit de se stabiliser. Ce qui, au final, va conduire à la distraction, qui va empêcher l'esprit de développer le pouvoir de la pleine conscience. Donc, les 4 pouvoirs qu'on a vus dès le départ sont le pouvoir de l'enthousiasme, la pleine conscience, la vigilance et l'application. Ces 4 pouvoirs, ils sont développés en séquence. D'abord, on développe de l'enthousiasme. Ensuite, on parfait le pouvoir de la pleine conscience jusqu'à un point où on n'oublie plus du tout l'objet. Le pouvoir de la pleine conscience a complètement été développé, mais on n'a pas encore développé le pouvoir de la vigilance. On est totalement sur l'objet, mais on n'est pas encore complètement sûr de reconnaître les micro-distractions de l'esprit, les distractions internes ou le relâchement subtil. Donc là, il faut développer, après le pouvoir de la pleine conscience, le pouvoir de la vigilance. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très lié au pouvoir de la vigilance, c'est que parfois on sait ce que c'est, on sait que l'esprit est en train de sombrer, mais on ne fait rien. Donc, je vais reprendre ce schéma que vous avez déjà vu dans les fois précédentes. Donc, si on médite sur le souffle, tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est quand on est en fait bien focalisé sur le souffle. Mais là, on pourrait prendre une visualisation. Bon, on pourrait visualiser des narines aussi, on peut imaginer. C'est pas très commun. Et la machine à popcorn, c'est les distractions, c'est tout ce qui est hétérogène à la concentration. C'est tout ce qui est en dehors de la concentration. Donc, on commence et on arrive à générer un pouvoir de la pleine conscience correct. On sait qu'on est focalisé sur l'objet, tout se passe bien. Et puis, c'est très commun que ce pouvoir de la pleine conscience va diminuer. On entre dans cette fameuse zone grise où on est encore un petit peu concentré sur l'objet, mais on ne le sait plus tellement. On se dit, je ne sais pas si j'ai... Et puis là, on sombre et on part dans la machine à popcorn, dans nos pensées, nos souvenirs. Ça, on est dans la distraction. À ce moment-là, on ne peut pas vraiment reconnaître qu'on l'est dans la distraction. Il faut attendre que l'esprit retrouve une certaine forme de conscience en se disant ah oui, ah c'est vrai, j'étais distrait. Là, on peut commencer à se dire j'étais distrait, mais pendant qu'on est distrait, on se raconte le film, on a complètement oublié, on oublie complètement, on est parti. Donc là, l'application, c'est ce qui arrive à ce moment-là. On a reconnu qu'il se passe quelque chose, soit que c'est la distraction, soit que c'est du relâchement, soit qu'on a identifié de l'excitation. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de l'identifier. Si on ne l'identifie pas, on l'a vu la fois dernière, eh bien, on peut très facilement repartir dans une distraction. Parce qu'on n'appose pas un antidote à ce qu'on vient de déterminer, ce qu'on vient d'apercevoir. On sait que l'esprit est un petit peu distrait, ou bien que l'esprit s'est relâché, mais on ne fait rien. Alors là, ce qui est important, c'est je pourrais faire un... Quand on est distrait,
on tombe sous la ligne, on tombe ici. Mais l'application, elle sert quand on n'oublie plus l'objet, mais on commence à sombrer un peu. Et à ce moment-là, si on ne fait rien, on va conduire l'esprit à perdre l'objet. Donc, quand on commence à sombrer, quand on est là, il faut la vigilance pour le reconnaître. Il faut reconnaître cette chose assez fine du relâchement qui est en train de s'installer. Et il faut injecter de la lumière, la lumière ou de l'intensité, pour faire revenir l'esprit sur son objet. Pardon, pas de faire revenir l'esprit sur son objet parce que l'objet n'a pas été perdu, mais pour revitaliser ce mode d'appréhension. Et à l'inverse, si on trouve ce pouvoir de la pleine conscience, mais qu'on commence à s'exciter, qu'on passe un petit peu au-dessus du seuil maximal, si on l'identifie, mais si on ne fait rien, on va sortir du champ de la méditation et on va finir par exciter et tendre l'esprit, ce qui va finir par conduire à une distraction. Hein, on atteint le sommet et on retombe. Donc, dans les deux cas où on a trop d'excitation, il faut détendre l'esprit. Quand on est en train de se relâcher, il faut lui apporter de la clarté. Et au départ, ce qui va se passer dans l'esprit, c'est que ça va plutôt être ça. Ça va être ça, 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 ça. Et c'est très difficile de trouver, vous allez voir, hein, c'est subtil de trouver le juste milieu, parce que quand on est trop relâché, on va injecter trop de clarté, on va trop détendre l'esprit. Donc c'est normal, hein. Ça fait vraiment partie de la technique. Mais au fur et à mesure, on va commencer à appliquer des antidotes plus subtils, plus fins, jusqu'à temps que l'esprit il puisse complètement se stabiliser, que l'esprit soit totalement clair, totalement détendu. Et à ce moment-là, on atteint le calme mental, quand l'esprit n'a plus du tout de distraction. Et à cet endroit ici, on emploie le 5e pouvoir, qui est le pouvoir de plus employer d'antidote. On n'a plus besoin de rien faire. Je vous l'évoque brièvement, ce dernier pouvoir. Après l'application qui fait que quand il sombre, il faut le ramener à la clarté. Quand il est trop clair, il faut le détendre. Mais il y a un moment où on n'a plus besoin de rien faire, mais on continue quand même à vouloir faire des choses. Parce qu'on a pris l'habitude de le faire, on veut continuer à faire des choses. Et ça crée des micro-vaguelettes. Donc c'est le dernier pouvoir. Donc, il faut être capable de monitorer, de surveiller l'esprit pour reconnaître la présence ou l'absence de cette excitation ou de ce relâchement. Il faut être capable de l'identifier, ça. Et quand on l'identifie, quand on a identifié cette clarté trop importante ou le besoin de trop de clarté, il faut calmer l'esprit. Et ça, c'est assez évident avec le souffle. On peut le faire avec le souffle, même si c'est difficile d'injecter de la clarté dans le souffle. C'est plus difficile parce que ce n'est pas un objet visuel. Mais en tout cas, détendre le souffle, c'est assez simple. C'est plus simple d'ailleurs, peut-être qu'avec une visualisation. Parce qu'une visualisation, ça nécessite de faire que cette visualisation, elle émet une forme de détente ou que nous, on n'attend pas de cette visualisation qu'elle soit trop claire. Donc ça, c'est vraiment le dernier des pouvoirs. Ces deux extrêmes, ce n'est pas des extrêmes, mais ces deux tendances de l'esprit que sont l'excitation et le relâchement, ils ont des causes. On peut essayer d'observer les causes. L'excitation, ça peut venir parce que on dort pas assez, par exemple. Ça peut être en lien avec le sommeil, comme il est dit dans le Lamrim. Ça peut être d'avoir des attitudes physiques nerveuses, d'être sans arrêt en train de bouger. Ça fait que quand on est en méditation, qu'on pose l'esprit, on va vouloir absolument, parce qu'on est
tout le temps dans la journée à vouloir, moi je suis un peu comme ça, à faire sans arrêt des trucs hyper vite, et donc dès qu'on travaille sur la visualisation, on veut de la clarté, on veut que ça apparaisse, on veut que ce soit tout à fait vibrant, présent tout de suite. Donc ça, c'est une des causes à l'excitation. C'est également de méditer de manière déséquilibrée sans affiner votre appréhension de l'objet de méditation. C'est-à-dire sans employer les antidotes. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est qu'on n'emploie pas tous ces antidotes-là, mais on veut très fort. On veut très fort que l'esprit arrive à ce point d'équilibre, mais on n'emploie aucun des leviers qui conduisent à ce point d'équilibre. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher si on ne conduit pas l'esprit. Si on est dans la voiture, on est assis, puis qu'on attend qu'on aille à Paris, on est à Marseille, sans employer aucun des leviers, sans appuyer sur, faire marcher le moteur, appuyer sur les pédales, passer les vitesses, on n'y arrivera jamais. Il faut absolument qu'on emploie ces antidotes. Donc, ne pas employer ces leviers, ça nous fait vouloir très fort le calme mental sans jamais employer les causes qui le produisent. Ça, c'est une des causes à l'excitation aussi. Si vous voulez plus de détails sur ces causes à l'excitation et au relâchement, elles sont présentes dans le Lamrim. Les causes au relâchement, c'est trop manger. Quand on mange trop, en général, on a l'esprit qui sombre dans le sommeil. C'est pour ça que la méditation après le repas n'est pas conseillée. Attendre la fin de la digestion. Et un manque permanent de vigilance aussi. Parce que la vigilance qu'on observe ici à reconnaître l'excitation ou le relâchement, il faut qu'elle est développée dans la vie de tous les jours en reconnaissant qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment je me comporte, quelles sont mes émotions. Avoir un minimum d'intelligence émotionnelle, c'est un prérequis à développer cette vigilance pendant la méditation. Savoir reconnaître les mouvements de son corps aussi, comment je me comporte physiquement. Ça, c'est un autre, pardon, je reviens à l'excitation. Une autre cause à l'excitation, c'est d'avoir en général de la saisie dans nos aspirations. Les choses dans lesquelles on s'engage, on les veut trop fort, on les veut trop. Ça, c'est une forme de saisie, on appelle ça dans le bouddhisme une saisie, c'est une forme d'attachement, d'avidité pour les choses qui sont nos objets d'aspiration. On aspire à développer un savoir quelconque. À chaque fois, on en veut trop, on est trop excité, on est un petit peu trop. Ça, c'est une cause à l'excitation. Et à l'inverse, une cause au relâchement, c'est de manquer de cette ferveur, de manquer dans nos aspirations, dans les choses dans lesquelles on s'engage, dans les projets, d'avoir un petit peu d'enthousiasme. C'est un manque d'enthousiasme. Le manque d'enthousiasme peut être une cause au relâchement. Parce que si on n'a jamais d'enthousiasme, on s'assied dans la méditation et puis pouf, l'esprit va sombrer. Ça se comprend assez bien dans ce sens-là. Ou bien, une cause au relâchement, c'est s'habituer à faire des méditations trop longues dans lesquelles on est complètement dans l'errance. Si on s'habitue à ça, on habitue l'esprit à se relâcher complètement, à penser qu'on médite alors qu'on est complètement relâché, qu'on est complètement ailleurs. Habituer l'esprit à demeurer dans le noir, c'est habituer l'esprit à demeurer dans le noir, dans la torpeur, c'est une cause au relâchement. D'accord? Donc, on va essayer de mettre un petit peu en pratique ça. Quelques instants. Donc, on peut réfléchir déjà à ces deux aspects de la clarté et de la stabilité. Et se poser la question, est-ce que quand je pratique la méditation, j'ai cette saisie, ce besoin d'y arriver,
de focaliser l'esprit, parce que ça, c'est quelque chose dont on doit se séparer, parce que ça tend l'esprit. Et à l'inverse, est-ce que ça m'arrive de vraiment essayer de me détendre? Essayer de calmer le souffle si je médite sur le souffle, ou de faire que cette visualisation, elle inspire cette détente, ce contentement. OK, je visualise pas totalement l'objet, c'est parfait, pas de problème, mais au moins j'ai un semblant de quelque chose et ça me suffit. C'est quoi la tendance que j'ai en général? Ou aujourd'hui, dans cette semaine de pratique que vous avez eue peut-être? Vous pouvez vous poser la question: «Est-ce que je suis allé plutôt dans une direction que l'autre?» Donc ça, c'est un départ de vigilance, un départ de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte à mon esprit? Comme cet enfant qui pleure, il peut pleurer parce qu'il a faim ou il peut pleurer parce qu'il a mal. Et s'il a faim et qu'on lui, je sais pas, on lui donne un Doliprane, ça va pas vraiment aider. S'il a mal à la tête et qu'on lui donne à manger, ça va pas forcément aider non plus. Il faut savoir donner à l'esprit ce dont il a besoin pour arriver à cet état concentré. Et trop de tension, trop de saisie dans nos aspirations, dans notre volonté de calmer l'esprit, c'est au détriment, bien sûr, du calme de cet esprit. Donc, ce qu'il faut, c'est accepter les choses comme elles sont, en termes d'apparence, et peut-être, si l'objet n'apparaît plus du tout quand vous êtes en visualisation globale, vous pouvez essayer, sur le souffle, d'essayer de calmer le souffle, de changer d'objet, prendre le souffle et totalement calmer le souffle. On le fait rarement ça, hein, d'accompagner le souffle à se détendre. Ce qui est déjà un acte de bienveillance envers soi, de vouloir se calmer, de vouloir se détendre. Et en faisant ça, l'esprit va atteindre un peu plus de stabilité et ensuite de clarté. Donc, si vous avez identifié une tendance à la nervosité, travaillez maintenant, dans les minutes qui vont suivre, sur visualisation globale de détente, de stabilité. Si vous pensez que vous êtes un peu dans le relâchement, la torpeur, la léthargie, travaillez sur cette méditation séquentielle. Apportez à l'esprit ce dont il a besoin en temps réel. OK?
On va poursuivre l'application de cet antidote maintenant en localisant l'objet à certaines parties du corps. Ça peut aider aussi. On peut soit visualiser l'objet à l'extérieur du corps, par exemple ici, au niveau du troisième œil. Ça, c'est une indication pour une tendance au relâchement, par exemple, ou à la torpeur. Si vous avez une tendance à la torpeur, visualisez l'objet ici. Peut-être que ça active une partie du cerveau parce que si la conscience est portée ici, l'irrigation du cerveau se fait mieux. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est aussi en termes d'énergie dans le corps, mais visualiser ici, ça augmente le facteur clarté. Mais il ne faut pas en abuser parce que visualiser ici, ça peut conduire à de la nervosité aussi. Dans le Vajrayana, visualiser ici et ici, ou même au niveau du cœur, sont des choses qu'il faut faire avec parcimonie, parce que ça peut créer des tensions aussi. L'objet, si on a déterminé qu'il était trop sombre, que l'esprit sombrait, on va pouvoir l'apporter ici. Donc si vous avez choisi une pomme, mettons que vous avez choisi une pomme, cette pomme elle a une certaine taille. On va parler de taille maintenant, on va aller un peu plus dans les détails. Cette pomme, elle a la taille d'une pomme, à peu près cette taille-là. Dans la méditation séquentielle, vous allez pouvoir lui conserver cette taille-là. Elle a vraiment la taille originelle. Maintenant, dans la méditation générale, globale, vous allez donner à cette pomme vraiment la taille comme un petit grain de moutarde. Vous savez que c'est une pomme, donc il ne faut pas plonger au microscope dans la taille du grain de moutarde. Vous imaginez simplement qu'elle est là, comme si vous regardiez de loin un petit grain de moutarde dans votre main, et vous ne voyez pas les aspérités. Vous savez que c'est un grain de moutarde, mais vous n'allez pas regarder comme ça avec l'œil complètement sur le... Dans la visualisation, vous faites pareil. Vous dites simplement l'objet, il est de la taille d'une... Il est tout petit, j'essaie pas de le voir en détail. Ça aide pour ne pas essayer de vouloir de la clarté. Quand il est tout petit comme ça, le but, ce n'est pas de le voir dans tous ses détails, c'est d'avoir l'impression qu'il est tout petit. Donc, vous allez le placer ici et lui donner de l'intensité, ici. Et à l'inverse, si vous avez un peu trop de clarté, que vous voulez de la détente, vous voulez quelque chose de plus stable, vous allez placer l'objet à peu près 10 cm sous le nombril, 8-10 cm sous le nombril, devant. Donc ça, il ne faut pas non plus être complètement, il ne faut pas prendre une règle pour savoir exactement la distance. Ça, c'est à vous de le voir. Le placer un petit peu devant, ce n'est pas nécessairement qu'il le touche, mais qu'il place devant. Et là, s'il irradie de la lumière, de toute façon, la lumière, elle se diffuse. Elle se diffuse par l'objet. Et sous le nombril, également, vous pouvez le placer si vous voulez un petit peu plus de stabilité, de calme ou de détente. Vous allez visualiser l'objet de la taille d'une graine de moutarde, mais ça peut être une graine de sésame, ou c'est vraiment une indication, ça veut dire un petit, et le visualiser sous le nombril. Et en fonction de l'endroit où on le place dans le corps, il se passe quelque chose de différent. Ça ouvre un petit peu au travail des énergies qu'on aborde dans le Vajrayana, où cette fois-ci, l'objet il est à l'intérieur du corps. Et on travaille sur les nœuds, ce qu'on appelle les chakras, l'énergie qui circule à travers le corps, en fonction de visualisation très claire à certains endroits du corps. Et on arrive à... Les chakras sont des nœuds, on peut dire des nœuds, des carrefours de différents canaux dans le corps. On voit qu'ils ont la forme de fleurs, mais en fait, c'est plutôt des nœuds. C'est des nœuds d'énergie.
Et en plaçant une visualisation au cœur de ce nœud, on arrive à relâcher la tension dans ces nœuds et faire que l'énergie va circuler à l'intérieur de ce qu'on appelle le canal central. Mais ça se fait tout à travers les visualisations. Si on ne visualise pas, il est très très improbable qu'on arrive à travailler les énergies dans le corps. Donc le travail de visualisation dans le Vajrayana, il est fondamental. Fondamental. Et il fonctionne de cette même manière. D'abord, on travaille sur l'aspect clair, puis l'aspect stable, et on développe le calme mental, et on arrive à percer ces nœuds dans le corps pour pouvoir permettre à l'énergie d'entrer dans le canal central. Et quand l'énergie entre dans le canal central, on développe des états de conscience qui sont à même de comprendre beaucoup plus profondément la nature de la réalité. C'est la conscience extraordinairement subtile, de claire lumière, on appelle la conscience de claire lumière. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, nous, simplement, c'est visualiser ces objets devant, tout petits, ou si vous pensez que vous avez trop de clarté, vous le visualisez sous le nombril. OK. Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, je voulais savoir, quand tu visualises sous le nombril, dans le cas où c'est une représentation du Bouddha, est-ce il nous fait face ou il fait face à l'extérieur? Ah, ça, il nous fait face, je pense. D'accord. Mais ça, c'est toi qui le choisis. Hein. Mais je pense s'il ne te fait pas face, il te fait dos. Vaut mieux qu'il soit en face de toi. Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez des questions sur... N'hésitez pas. Hein. Oui. Oui. Oui, c'est Rémi. Bonjour, oui. Rémi. Bonjour. Avant que tu donnes l'instruction de la taille du grain de moutarde,
Moi, j'avais c'est un Bouddha hein, que je visualise. Je le voyais assez spontanément au-dessus, en bas du front, donc au niveau du troisième œil. Mais c'est vrai qu'à un moment, il prenait de l'importance et puis il rentrait dans moi et je le visualisais à l'intérieur, mais de façon assez, disons au niveau du thorax, mais assez importante. Alors, je conçois hein, que maintenant je vais faire l'effort du grain de riz, mais est-ce que la taille, elle peut bouger en cours de méditation? Alors, tu peux méditer sur un Bouddha qui a cette taille-là, ou un peu plus gros, ou devant toi, au niveau du front. C'est différentes instructions en réalité. Ce qu'il faut, c'est qu'à l'intérieur de la méditation, tu choisisses. Ce ne soit pas quelque chose qui soit subi parce que tout à coup, tu as envie de changer sans raison particulière. Il faut que la taille de l'objet que tu visualises, elle soit déterminée au départ pour des raisons bien spécifiques. Souvent, on visualise le Bouddha un peu au-dessus de soi. On peut le visualiser ici aussi, au-dessus du crâne. On peut le visualiser à l'intérieur, mais je conseillerais plutôt de le laisser à l'extérieur du corps. Parce que si tu le mets à l'intérieur, il est très possible, surtout dans les parties supérieures du corps, que tu crées des tensions qui ne soient pas très bonnes. Donc, je te conseille de le conserver soit ici. Le Bouddha, il peut être un peu plus loin, il peut être. Mais encore une fois, ça n'a pas vraiment de. Il ne faut pas passer trop d'importance à l'endroit précis où il doit être. Parce que ça, c'est un détail très, très particulier. Hein. Et l'esprit n'est pas nécessairement capable de visualiser ce détail. Parce qu'on peut en faire un truc en se disant il faut absolument qu'il soit à une certaine distance. Il ne faut pas l'exprimer nécessairement, la taille tout de suite. Sauf si tu penses que tu es très clair. Et alors là, tu peux vraiment la déterminer, cette taille. Encore une fois, sans une précision au millimètre. Et tu peux aussi placer le Bouddha devant ton nombril, de cette taille-là. Tu n'es pas obligé de prendre un Bouddha qui soit tout petit. Ça, c'est différentes traditions, différentes instructions. Il faut essayer, il faut que tu vois ce qui te convient. Mais je ne te conseillerais pas de l'installer à l'intérieur du corps si tu ne l'as pas choisi et de toute façon pas vraiment dans les parties supérieures. OK? Alors, on va reprendre un peu. Si vous n'y arrivez pas de visualiser trop petit, conservez l'objet à sa taille originelle et placez-le devant l'endroit où vous pensez que c'est opportun. Si vous avez trop de clarté, visualisez-le au niveau du nombril. Si vous avez trop de relâchement, au niveau du front. Imaginez sa clarté qui irradie. Et à l'inverse, si vous placez au niveau du nombril, imaginez sa détente, son calme qui irradie votre corps.
fait une petite pause. Conférez à votre objet ce que vous souhaitez qu'il vous apporte. Ici, conférez-lui de la clarté, et ici, conférez-lui de la détente, du calme, quelque chose de posé, silencieux. Essayez de trouver ces petits leviers pour... Parce qu'en conférant à l'objet ce qu'on veut, on confère à l'esprit ce qu'on veut pour le conduire au calme mental. Et comme l'esprit est immatériel, c'est beaucoup plus facile de travailler sur l'esprit en travaillant sur l'objet de l'esprit, sur la chose que l'esprit regarde. Que l'esprit, il est matériel, les leviers, on ne les voit pas bien. C'est pour ça qu'en travaillant sur l'objet, on travaille sur l'esprit. En calmant le souffle, si c'est le souffle sur lequel on médite, on calme l'esprit. Parce qu'il y a un lien très fort entre la manière dont les choses nous apparaissent et notre esprit. Quand on est en colère, le monde nous apparaît belliqueux. Quand on est très détendu, le monde nous apparaît comme détendu. Il y a un lien entre les choses comme elles nous apparaissent et notre esprit. Ok, on va reprendre. Très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le fil de discussion. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également prendre la parole hein, si vous avez des... Oui, François. Oui, Martine. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser ça, par exemple, dans la journée, où qu'on soit? Par exemple, moi, j'ai besoin de plus de stabilité donc, et de détente, de calme, donc je mets ma visualisation sur le nombril.
dans les moments de la journée où on sent, par exemple, des fois, je me sens un peu excitée, je m'emballe, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça, je sens que je m'emballe. Et est-ce que je peux prendre quelques secondes pour n'importe quand comme ça, pour Ah, mais oui, oui, visualiser n'importe complètement. quand, Ah oui, oui, il n'y a pas quel que soit de… le contexte professionnel ou quoi, ou… Ah oui, oui, non, Ok, merci. c'est pas circonscrit au coussin, hein. C'est quelque chose qu'il faut amener dans la vie de tous les jours, hein. Quand on sent qu'on est nerveux, qu'on est stressé, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on en a besoin. On emploie D'accord. les antidotes pas quand on médite, on les emploie au plus près du moment de la perturbation. Donc, dès que tu as des moments où tu te sens, tu as une pause déjeuner après un moment un peu difficile, tu peux rétablir ce calme, cette détente profondément en toi. Et d'ailleurs, plus tu le fais par petits moments dans la journée, plus tu vas voir que c'est facile à développer. C'est quelque chose qui se réussit bien quand on le fait plein de fois, un petit peu, plutôt qu'une fois par semaine, par exemple. On se souvient beaucoup plus facilement et on est beaucoup plus efficace à développer ces antidotes, cette capacité à se détendre quand on le fait plein de fois, un petit peu, quelques minutes pendant la journée. En plus, si on le fait quelques minutes, et ça, on en revient toujours là, hein, si on en fait quelques minutes et qu'on réussit, on va se dire waouh, non, je m'arrête là, je pourrais en faire plus, mais c'était pas mal là. Et la prochaine fois, on a envie de le refaire et on nourrit l'enthousiasme. Donc, pas de problème, bien sûr. Oui, moi aussi j'ai une question, François. Oui. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé que les distractions, c'était forcément le fruit de l'excitation de l'esprit. Et depuis aujourd'hui, je me dis que non, en fait, les distractions, ça peut être aussi le fruit d'un relâchement. Oui. Je ne sais pas si ma question est claire. Les distractions sont le fruit de… J'ai toujours attribué jusqu'à aujourd'hui le fait que mon esprit était excité. Il faut bien définir l'excitation. L'excitation, c'est pour un objet qu'on brigue, un objet désiré. C'est cette tendance de l'esprit qui va vers quelque chose qu'on désire. Et le relâchement, c'est quelque chose qui sombre. Ce n'est pas nécessairement quelque chose pour lequel on a de l'aversion. Ce n'est pas du tout ça, hein. Ce n'est pas aversion, attraction, aversion. C'est deux pendants. C'est sûr que l'excitation, c'est plus vers l'attraction, mais le relâchement, c'est plus vers la torpeur. Mais tu as raison, quand on tombe dans le sommeil, c'est une forme de distraction, mais ce n'est pas nécessairement une forme d'excitation parce qu'on n'est pas en train de vouloir quelque chose. Donc oui, c'est deux modes par lesquels la distraction peut être produite au final. La distraction qui, au final, nous fait perdre l'objet. Ok, merci. Alors, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais récapituler les étapes que tu appelles le séquençage? Le séquençage, c'est simplement prendre l'objet partie par partie. Par exemple, j'ai ce clavier d'ordinateur. Ça, si je le visualise comme un clavier, où j'ai l'impression, je ne vais pas aller d'une partie à l'autre, si je vois simplement clavier, c'est la visualisation générale. Mais avant ça, avant que l'objet apparaisse complètement, il faut que je sache de quoi il est constitué. Bon, il y a déjà des touches, vertes ici. Donc, je vais partie par partie. Ça, c'est le séquençage. Verte, il y a 3 petits boutons ici. Il y a le logo ici. Ça, c'est des touches un petit peu fines. Ça, il y a la touche espace qui est assez grande. Là, il y a des touches un peu larges. C'est ça le séquençage. C'est voir la taille. Bon, il est à peu près 2 fois plus long qu'il n'est large. Voilà, il est assez fin. Donc, le séquençage, c'est aller partie par partie. Là, il y a un petit truc. Là, il y a des petits trucs un peu mous. Voilà. Et puis après, une fois qu'il apparaît clairement à l'esprit, parce que je me suis souvenu de tout ça, hop, j'ai plus besoin d'aller partie par partie, je le visualise globalement, comme un objet que je vois sur une table, comme un enfant qui voit l'objet sans le différencier, qui simplement regarde l'objet comme ça. Peut-être en as-tu parlé, mais je n'ai pas perçu. Qu'est-ce que la méditation de visualisation apporte de plus ou de différent de la méditation sur le souffle?
C'était dans la première session, mais je suis content de le rappeler. La méditation de visualisation, c'est la plus puissante parce que c'est celle qui atteint le calme mental. On ne peut pas atteindre le calme mental avec le souffle. Il y a un moment, le souffle, on est obligé de changer de cet objet sensoriel, de la conscience sensorielle, à une visualisation. En Asie du Sud-Est, il commence par le souffle et une fois que l'esprit est tellement subtil que le souffle, on ne le sent quasiment plus, on visualise un signe acquis, un orbe de lumière ou d'autres signes. Il y a d'autres signes, mais on arrive à une visualisation. Mais le souffle, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire apparaître, qu'on peut facilement le calmer, le souffle. Et qu'en calmant le souffle, on calme l'esprit. L'inverse, le problème, c'est que c'est plus difficile d'avoir ce sentiment de clarté avec le souffle. Et puis, l'avantage de la visualisation, c'est que ça nous aide dans des méditations analytiques, par exemple. Ça aide à parfaire nos activités analytiques, mentales, alors que le souffle, c'est moins analytique, c'est plus juste de l'observation. Il y a moins de clarté. Et au final, de toute façon, ces consciences sensorielles ne sont pas celles qui vont nous permettre d'atteindre le calme mental. Pour être bref. OK ? Donc, vous allez recevoir tout à l'heure un plan d'entraînement pour cette dernière semaine. Dites-vous bien que ça, c'est vraiment tout ce qu'on a vu, là, ces 4 pouvoirs. On pourrait y revenir, et on va y revenir d'ailleurs. C'est vraiment l'apprentissage d'une technique. Ne désespérez pas si ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que c'est trop compliqué, essayez de pratiquer ces instructions avec le souffle. Ça peut être très, très bien. Parce que justement, le souffle, on n'a pas à se bagarrer pour qu'il apparaisse, il est tout le temps là. Mais on a à se bagarrer un petit peu parfois, gentille bagarre, pour se focaliser dessus. Ça ne change pas le problème qu'il faille développer le pouvoir de la pleine conscience. Donc, ne désespérez pas si vous n'arrivez pas à visualiser. Vous pouvez passer sur le souffle. Ce qui importe, c'est si vous voulez être consistant et sérieux dans la pratique du calme mental, ces instructions des 4 pouvoirs sont fondamentales. Alors, dans toutes les traditions, ces instructions n'ont pas été nécessairement évoquées. Mais, par exemple, en Asie du Sud-Est, on n'a pas cette technique aussi précise. Mais il n'empêche que tout méditant qui acquiert le calme mental a développé ces 4 pouvoirs. Ça, c'est très important. Parfois, on les comprend pas, ces 4 pouvoirs, mais on les développe de manière intuitive, de manière empirique, à travers beaucoup de pratiques. Mais nous, on apprend la technique parce que ça nous aide grandement aussi. François, juste un petit rappel, il va falloir qu'on arrête vraiment dans arrête. Ah oui. Désolé. Ok, alors à très bientôt. Merci à tous. On se retrouve très prochainement. Et sans doute qu'au mois de mars, il y aura une retraite de calme mental au centre de retraite. Donc, vérifiez le calendrier du centre parce qu'il est très possible que début mars, on ne sait pas encore les dates exactes, mais je conduise une retraite de calme mental au centre de retraite dans le Perche. Une retraite d'au moins 7 jours, je crois. Voilà, dans lequel on aura le temps de revoir toutes ces étapes et bien plus d'ailleurs. Passez une très bonne journée, bonne pratique. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.